et ça me manquait. Je suis tellement contente de revoir beaucoup d'entre vous et de rencontrer de nouvelles gens. Et je suis très contente d'essayer de vous parler de ma recherche. Ma conférence aujourd'hui, c'est un défi. Parce que, comme toute discipline, la linguistique a son jargon. Je vais essayer de vous donner quelques idées de la recherche que je fais et pourquoi c'est intéressant, pourquoi je traverse l'Atlantique, pourquoi des gens viennent du Japon, d'Allemagne, d'autres pays, pourquoi mes étudiants s'intéressent au Picard. Parce qu'en plein milieu des États-Unis, croyez-le ou non, il y a des étudiants qui s'intéressent au Picard. Je parle assez fort? Oui. Parfait. Donc, en commençant, j'essaierai pas de vous donner tous les noms et tous les pays d'origine des linguistes, mais 3 exemples ici. Il y a Valsi Cardoso, par exemple, un de mes anciens étudiants à McGill University à Montréal, qui a fait une thèse de doctorat sur le Picard, sur des constructions comme Chope-Porte et Chope-Maison. Il y a une collègue de l'Université de Toulouse, que je vais rencontrer la semaine prochaine, qui travaille sur les questions en Picard. Et elle n'est pas Picard du tout. Je lui ai posé la question. Je ne connais pas son parcours, mais elle a vu des travaux que j'ai faits, des textes Picard, et elle a jugé qu'il y avait objet d'étude dans cette variété. Et il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, Annette Hilscher, qui est venue d'Allemagne, qui travaille sur la sociolinguistique du Picard. Donc, le Picard attire beaucoup d'étrangers, d'Orzains. Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, je travaille sur le Picard? C'est une question qu'on me pose souvent. Et la première hypothèse, c'est généralement parce que les gens pensent que mes ancêtres étaient Picards. J'aimerais bien, mais c'est malheureusement pas le cas. Mais comme je suis québécoise typique, mes ancêtres sont poitevins et normands, comme la plupart des Québécois. Non, ce qui m'a amené au Picard, c'est vraiment un intérêt scientifique. Quand je faisais mon doctorat sur le français québécois, sur la double expression du sujet, donc, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, ça c'est le problème de PowerPoint. Vendredi, donc je retourne un peu en arrière, et vendredi, juste avant de partir pour ici, j'ai rencontré Jake Wyckoff, un jeune étudiant américain qui commence sa licence à l'Université d'Indiana. Il fait partie d'un programme qui lui permet de faire de la recherche pendant les 4 ans de ses études universitaires. Et il magasinait pour trouver un professeur avec qui faire de la recherche. Je l'ai rencontré, je lui ai parlé du Picard. Et comme en général, quand je parle du Picard, je démontre un certain enthousiasme, une certaine passion. Il m'a réécrit quelques heures plus tard pour me dire qu'il avait choisi de faire sa recherche avec moi pendant les 4 années à venir. Et il est même possible que vous le rencontriez dans quelques années parce que le programme de recherche dans lequel il fait partie a des fonds pour envoyer les étudiants à l'étranger. Donc, il y a de la relève en recherche. C'est pas juste des vieux comme moi qui s'y intéressent, mais des jeunes qui commencent à peine leurs études s'y intéressent aussi. Donc, pour revenir à ce qui m'a attiré au Picard, c'est que, donc, pour mon doctorat, j'ai travaillé sur la double expression du sujet. Le fait de dire, par exemple, mon frère y travaillait, plutôt que de dire mon frère travaillait. Ma sœur a travaillé. Un de mes amis, Paul Takahashi, qui, malgré sa physionomie et son nom, est tout à fait français, m'a dit, quand je lui ai parlé de ma recherche, il dit, tu sais, en Picard, on doit exprimer le sujet 2 fois. On doit dire l'équivalent de mon père, il travaille chez Fermont. À l'Université de Pennsylvanie, où je faisais mon doctorat, pour une raison tout à fait mystérieuse, j'ai trouvé la thèse de René Debris. Ça m'a permis de confirmer que Paul avait raison. On exprime le sujet 2 fois en Picard, mais ça m'a aussi permis de retrouver des sonorités de mon grand-père, par exemple.
Donc, des mots qu'on dit comme croire au lieu de croire, ou père au lieu de père. Ce sont des prononciations que mon grand-père avait. Mais aussi des structures, des prononciations qui étaient tout à fait différentes. Donc, j'étais intriguée, j'ai continué mes recherches et j'ai constaté qu'il y avait peu de linguistes qui s'intéressaient au picard. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être de la place pour moi, que ce serait peut-être une bonne idée de venir en Picardie et de recueillir des entrevues, d'enregistrer les gens qui parlent la langue et d'analyser ces structures. J'ai choisi le Vimeux parce que le picard s'y porte bien, parce que j'y ai été bien accueillie, parce que j'y ai trouvé des jeunes, des ouvriers, des paysans dans la cinquantaine qui parlaient toujours le picard comme langue vivante, et aussi un mouvement littéraire avec Lancheron et avec tous les auteurs. Donc ça me semblait un terrain très riche pour la recherche, et 15 ans plus tard, je suis toujours ici et je suis loin d'avoir fini mes études du picard. Vous risquez donc de me revoir encore dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse comme linguistes? J'ai mentionné que j'ai confirmé, sans aucune difficulté, qu'il y a bien la double expression du sujet. Oh, je vous cache, hein? Je suis peut-être aussi bien de m'asseoir. Donc, on voit ici quelques exemples tirés de Schlancheron où on a un sujet comme Esch-Picard et il est redoublé par il ou nos perlages il. Mais on trouve aussi que cette double expression elle est vraiment partout dans tous les types de sujets. Par exemple, si on a elle comme sujet, on a si elle prend ou fond s'il n'était point. Il y en a certains d'entre vous qui reconnaissez vos exemples, n'est-ce pas? Et même avec personne in Porweni. On trouve aussi ce sujet qui est exprimé quand on a des conjonctions. En français, vous savez qu'on peut dire elle mange du pain et boit du vin. Mais en picard, on dit très rarement ça. On répète le pronom sujet dans chaque proposition. Donc, il a dit femme et puis il roule une main. C'est elle, par exemple. Et excusez mon accent en picard, je sais que... Dans les propositions relatives, on n'utilise pas qui comme en français, mais encore une fois, on trouve ce pronom sujet. Donc, est-ce Franchon Calberche ou Gilbert Manier qui l'étouait, n'est-ce pas? Ce il, on le trouve partout. Ou ce il, ou ce elle, ou ce tu. Dans les questions, en français, on demande qui mange, mais en picard, on demande c'est qui mange. On a encore ce i qui est présent. Donc, on trouve ces éléments dans beaucoup de constructions où on ne les trouve pas en français. Et en plus, cet élément, il ne peut pas vraiment se déplacer comme en français. En français, on peut dire parle-t-il français? Mange-t-on du pain? En picard, qu'est-ce qu'on dit? Oh, pardon. Voilà, ça fait. Ah, ok. On reviendra sur l'autre. Donc, en picard, on garde le pronom avant le verbe et on peut utiliser ti pour poser la question, n'est-ce pas? Donc, au passé-ti per buoni. J'ai-t-il le temps? Et quand on a des questions avec des mots interrogatifs, on ne fait pas l'inversion en picard. Comment tu sais? D'où qui s'en va? Pardon. On le retrouve partout. Il ne peut pas bouger. Même dans des propositions qu'on appelle incises. En français, on peut dire « Viens voir », dit-il. En picard, on dit « Qui me dit ?» Donc, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec ces il, ces elle? Pourquoi est-ce qu'on les retrouve partout? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les déplacer comme en français? L'analyse qui est la mienne, mais pas seulement la mienne, ici c'est pas très original, c'est que ces
pronoms, sujets, ce ne sont pas vraiment des sujets. Ce sont vraiment des marques d'accord du verbe. Si on prend par exemple une langue comme le français parlé, pas le français qu'on vous apprend à l'école, mais la langue de tous les jours, si on conjugue le verbe parler, on a parle, parce qu'on ne dit pas vraiment nous parlons. Vous parlez, là on a et parle. C'est pas la terminaison qui nous dit de quelle personne il s'agit. Contrairement à l'espagnol, par exemple, où on a hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Là, l'accord est bien marqué. En picard, on a un peu plus de terminaison, mais on a en plus de terminaison tous ces pronoms sujets qui servent vraiment à marquer l'accord. Donc, toutes les fois qu'on a un verbe qui est conjugué, il doit être accompagné de son pronom sujet. C'est l'analyse qui permet d'expliquer vraiment pourquoi on a toutes ces structures qui sont différentes du français. Donc ça, c'est essentiellement ce qui m'a amené à m'intéresser au picard. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai découvert des exceptions qui, au début, m'ont posé problème, parce que mon hypothèse, c'est que chaque fois qu'on a un verbe conjugué, il doit être accompagné de son pronom. Pourtant, on rencontre des choses comme avec tout le monde, par exemple, tout le monde nous dépasse, hein? Ou avec personne ne se dépêche. Et ces exemples-là sont vraiment très fréquents. La question, c'est pourquoi? Et en fait, si on regarde la grammaire de Vasseur, on voit que cette absence de double expression avec des formes comme personne et tout le monde, c'est exactement ce que Vasseur avait décrit. Et en fait, l'explication linguistique, c'est que ces sujets-là, ce sont vraiment les Gaulois des sujets anciens, dans le sens qu'ils résistent aux changements linguistiques qui généralisent l'utilisation des marques d'accord que sont I et A. Ce sont vraiment les derniers à tenir le coup. Ils sont en train de tomber. Il y a plusieurs jeunes locuteurs, jeunes auteurs du picard qui disent « personne I » ou « tout le monde I ». Mais on trouve encore des locuteurs qui ont une grammaire un peu plus conservatrice que les autres. Donc, ces cas-là s'expliquent de façon assez simple. Les exemples qui m'ont vraiment causé les plus gros maux de tête, et qui, à mon avis, sont les plus intéressants maintenant, ce sont des exemples du type qu'on a ici. Donc, j'ai trouvé des choses comme Tuo et bel et vieux, Tuo et catalogé, le liberté et troué sacré, où on n'a pas il ou elle, où on n'a aucun pronom sujet. Donc, est-ce que ce sont des exceptions? Est-ce que ce sont des exemples qui m'obligent à revoir mon analyse? Ce dont je vais essayer de vous convaincre, c'est que non. En fait, il y a une explication qui est tout à fait logique. Et le début de l'explication, c'est que si on traduit ces exemples-là en français, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans les trois cas des exemples où on aurait un « ce » en français. N'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est très bien. Leur liberté, c'était sacré. Ce sont des façons tout à fait naturelles de dire la même chose en français. Donc, peut-être que ce pronom, cette absence de pronom, c'est pas vraiment une absence, mais c'est un pronom qu'on n'entend pas. On n'aime pas beaucoup l'abstraction, je suis tout à fait d'accord, mais parfois, on doit s'y résoudre. Et je vais vous donner mes raisons pour ça. Une première raison a trait à l'accord en genre. En picard, comme en français, quand on emploie un adjectif, l'adjectif doit s'accorder avec
le référent. Donc, on dit « Some machine, elle est rudement vieille », mais pas vieux, n'est-ce pas? Mais quand on a ce pronom invisible, qu'est-ce qu'on a? On a Henruk et gris. Et Ruk est bien féminin parce qu'on a N, on n'a pas un. Mais on a gris. Est-ce que ça veut dire que Léopold a fait une erreur quand il a dit ça? Je ne crois pas. Un autre exemple, un autre argument, l'accord en nombre. Normalement, en Picard, le verbe doit s'accorder avec son sujet. Si on a des sujets pluriels, on a des verbes au pluriel. Donc, tous ces queues, ils sont gris. Ces verdures sont mis en stylo. Mais, quand on a un pronom « che », là, on a un verbe au singulier. Donc, chez Vissier, chez Pierre et tout. Et, quand on a ce pronom invisible, on a aussi un verbe au singulier. Donc, chez machin, le est plus aisé à défaire. En français, on aurait des se dans tous ces cas-là. Un autre argument, j'ai trouvé dans les textes, dans les entrevues, plusieurs exemples où il n'y a aucun pronom sujet. Donc, des choses comme « quand elle va bien »,« est point aisé »,« elle est infinie ». Encore une fois, des phrases qui correspondent à ce en français. Donc, mon hypothèse, c'est que, en Picard du vimeux, ce ou ça correspond à une forme qu'on n'entend pas. Mais une forme qui est là et qui permet donc d'avoir des règles d'accord qui sont différentes. Hypothèse. Mais il y a des problèmes. C'est pas dans tous les cas où on aurait ce ou ça en français qu'on n'a rien en Picard. On trouve aussi, en plus d'exemples comme impoésif, des choses comme « à sera point trop compliqué » ou ici, chez le vimeux. Donc, on a aussi « à » qu'on traduirait en français par « ce serait trop compliqué à trouver » et « ce » ici, c'est le vimeux. Donc, on a trois formes différentes. Est-ce que ça veut dire que les Picards sont mêlés, qu'ils ne savent pas quelle forme utiliser? Est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quelle forme, n'importe quand? J'imagine que vous vous doutez que la réponse est non, qu'il y a des règles. Et ces règles-là sont vraiment très systématiques. Et elles sont partagées par tous les picardisants du vimeux que j'ai étudiés. Donc, quelles sont ces règles? Et en fait, un autre indice de l'équivalence jusqu'à un certain point des trois formes, avec tout haut, on peut avoir che, donc tout haut c'est à nous, on peut avoir à, tout haut, à n'est point facile, ou tout haut est fin vieux. Donc, il y a vraiment une équivalence des trois formes. Donc, quelles sont les règles? J'ai analysé, évidemment, des centaines d'exemples et j'ai pu déterminer que quand on a un attribut qui est un nom, quand le complément du verbe être est un nom, on a che. Donc, on a, par exemple, si c'est souhait, point lui, bon Dieu. Ou si c'est un jeudi. On a toujours che ou à peu près, 98% des cas. Mais si le complément du verbe être est un adjectif, on a à. Donc on a à souhait trop fort, à souhait bientôt réglé, à souhait toujours plus propre. Ici, je m'excuse, j'ai un toujours de trop, je crois. Donc, le choix entre à et che est déterminé par la structure de la phrase. Mais comment est-ce qu'on choisit entre à et la forme nulle? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on les trouve dans le même type de contexte. Par exemple,
j'ai trouvé dans les textes étoitière, mais aussi un étoitière. J'ai trouvé et bien plus loin, mais à souhait loin. J'ai trouvé à l'ouest sans doute et à Irot qui remplir. Et finalement, comme arrive Wekwer, et mais à Marive. Donc, qu'est-ce qui détermine si on a A ou la forme invisible? Ce sont les sons. On a A devant une consonne, on a A devant I, mais quand on a A devant une voyelle qui est trop semblable à elle-même, on a une fusion qui s'opère. Donc, A, il n'est pas vraiment facile de garder les deux voyelles distinctes et elles se fusionnent. Un peu comme on dit souvent en Picardie-Vimeux, on ne dit pas A Advil, mais on dit simplement Advil, n'est-ce pas? Donc, c'est le même type de phénomène. Donc, A peut être effacé quand le contexte sonore est favorable à ça. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, dans des termes que j'espère pas trop techniques, c'est qu'il y a vraiment des règles qui sont précises. Il y a la syntaxe, la structure de la phrase, qui joue un premier rôle. C'est elle qui décide si on a che ou a. Et après, il y a les sons qui décident si on a a, est-ce que ce a est entendu ou est-ce qu'il disparaît. J'ai insisté en parlant de tout ça sur le fait que je parlais du Picard du Vimeux. D'après ce que j'ai pu voir dans le dernier numéro de Schlancheron, dans l'Amiénois, dans le Santerre et le Pas-de-Calais, on n'a pas les mêmes règles. Dans l'Amiénois, par exemple, on trouve, quand on a un complément qui est un nom, on trouve che. C'est comme en Picardie-Vimeux. Mais quand on a un adjectif, on trouve che aussi. Façon semblable dans le Santerre. 3 exemples. C'est plus fort, c'est vrai, c'est pas malheureux. Et dans le Pas-de-Calais, c'est point possible. Donc c'est vraiment un microcosme où on a ces règles vraiment très précises. Et la dernière chose que j'aimerais dire sur cette question-là, c'est poser la question, est-ce que le picard est une langue simple? On pense souvent que quand une langue n'est pas une grande langue de civilisation, comme le français, l'allemand, le japonais, qu'elle doit être plus simple. La grammaire est plus simple, on a tendance à moins faire l'accord, il y a des sons qui sont absents de cette variante-là. Mais je pense qu'avec ce qu'on vient de voir, on a un très bel exemple qui démontre que le picard n'est pas une langue simple. Si on compare, par exemple, au poitevin, qui a un pronom distinct pour ce qu'on dit. En anglais, on aurait it, en allemand, on aurait es, en français, on a ce et ça. En poitevin, on peut utiliser ol dans toutes ces constructions. Donc, on dit omouille pour il pleut, on dit ol est plus fort pour c'est plus fort, on dit olema pour c'est moi. Et même dans les incises, on dit kol répuni la clémence, donc quelle a répondu la clémence, on utilise le pronom neutre là aussi. Donc, une seule forme pour toutes ces structures. En français, c'est un peu plus compliqué. On dit « il pleut » avec le pronom « il », mais on dit « c'est plus fort » et on dit « c'est moi » avec le même pronom. Et on a répondu Clémence, là on a une construction sans pronom d'abord. Qu'est-ce qu'on trouve en Picardie-Vimeux? On trouve 4 formes différentes. Donc on a « il pleut » comme en français.
On a effimbien ou anémifibien, donc A. On a chimie avec che pour c'est moi. Et qu'elle répond femme avec le pronom du féminin. C'est simple, ça? Et ça, à ma connaissance, je l'ai mentionné brièvement, il n'y a aucune autre variété gallo-romane qui a le même type de complexité. Donc, ça, c'était la partie plus technique, plus longue. Je voulais vous parler vraiment de ma recherche. Pour terminer, dans la dernière demi-heure, j'aimerais discuter des cas beaucoup plus brefs, mais pour des cas qui exemplifient certaines questions qu'on peut poser et en quoi le Picard peut être utile à des gens qui s'intéressent au français québécois, au français acadien ou au langage de façon générale. Donc, ici, ce sera, je l'espère, moins technique que la première partie. Une première question, en fait, où là, c'est seulement le Picard, mais dernièrement, je me suis intéressée aux formes tout et toutes en Picard. Des formes qui ressemblent à ce qu'on a en français. Mais on va le voir, qui fonctionnent assez différemment du français. Donc, par exemple, on a, comme en français, toucher gosse. En français, on dirait tous les enfants. On a une forme masculine, il n'y a rien d'inattendu ici. Mais on a aussi toucher langue régionale. En français, on aurait toutes ces langues régionales, n'est-ce pas? On a choc première et toute, avec le féminin, comme on s'y attend. Mais on a aussi, je ne vais pas vous dire toutes. Et ça, c'est pas censé être féminin. Donc, la question, c'est, est-ce que tout est vraiment masculin en Picard et tout féminin? Ou est-ce qu'il y a d'autres règles qui déterminent la distribution des deux formes? On va loucher toutes. Donc, et d'autres exemples ici, en fait, si on prend le complément du verbe, on voit que on peut avoir toutes en intorsillant toutes dans du papier, où la voix est combinée toutes, mais la banque, elle a tout perdu. Il m'a tout raconté. Ils sont prêts à tout dégonner. Il m'a raconté tout. On pourrait avoir, il m'a raconté tout. C'est la place. Ouais, donc vous voyez déjà dans quelle direction je m'en fais, n'est-ce pas? Vous connaissez votre langue mieux que moi. Moi, je dois l'approcher de l'extérieur et faire des études quantitatives pour m'assurer de la bonne réponse. Mais donc, je me doutais, j'espère que je ne suis pas si bête, que ce n'était pas vraiment le genre qui déterminait la distribution de tout et tout. Mais en bonne sociolinguiste, je devais compter pour m'en assurer. Donc, j'ai, dans des textes écrits et dans des entrevues orales, compté tous les tout et toutes et déterminer si il devait être masculin ou féminin selon la grammaire. Et j'ai trouvé qu'il y a certains toutes qui sont féminins, mais seulement 17% des toutes. Alors que quand on a tout ou tous, on écrit avec un S, mais on dit tout, n'est-ce pas? Que ce soit masculin ou féminin, c'est la vaste majorité des formes. Plus de 80% des noms féminins sont employés avec tout plutôt qu'avec toutes. Donc, c'est pas vraiment genre. Quand on a du genre, c'est peut-être un petit peu de contamination du français. Peut-être. C'est une hypothèse. Donc, si c'est pas le genre qui détermine le choix entre tout et toutes, c'est quoi? À mon avis, c'est l'intonation. C'est vraiment la position dans la phrase. Et j'ai donc fait la distinction entre une position interne, par exemple, quand on a touché gosse,
où il a tout perdu, où là, ça fait partie d'une même unité prosodique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a essentiellement 90% des formes qui sont tout, sans te final. Par ailleurs, quand on est à la fin d'un groupe, soit que ce soit la fin de la phrase ou la fin d'un groupe, comme dans ce première et toute, où il la voit combiner toutes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 90% de toutes. Donc, ce qui détermine le choix entre les formes, c'est un peu le genre, mais presque pas, mais c'est vraiment la structure intonative du Picard. Et on voit donc que tout et toutes sont des formes qui sont partagées avec le français, mais qui ont vraiment leurs règles, leurs formes, leur raison, leur fonction propre en Picard est complètement différent de ce qu'on a en français. Donc ça, c'est une petite étude que j'ai faite avec une de mes étudiantes et que j'ai présentée à un colloque de linguistique l'année dernière. La dernière chose que je vais dire là-dessus, et qui est très intéressante de mon point de vue, c'est que je m'étais aussi posé la question, est-ce que tous les auteurs picards du Vimeux ont la même règle? Et donc ici, vous voyez une série de textes que vous connaissez probablement tous. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un peu de variation d'un auteur à l'autre, mais à l'interne, on a tout. Et en fin de groupe, on a tout à 90% si ce n'est pas la fin de la phrase, et à 100% si c'est la fin de la phrase. Donc, non seulement il y a des règles qui sont claires, mais elles sont partagées par tous les auteurs cardisans que j'ai étudiés. Ça va? Maintenant, le lien avec le français québécois. Il y a quelques années, j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange en français québécois. J'ai consulté un collègue qui connaît très bien le français québécois et son histoire, et qui connaît le Picard, et il n'avait aucune idée pourquoi en français québécois, quand on dit ben trop, on ne dit pas ben trop, mais on dit ben trop, avec un ne. Et pourtant, normalement, quand on dit ben tout seul, on ne le dit pas avec un ne à la fin. Donc on dit par exemple ben je sais pas trop, ou on dit t'es donc ben tannant aujourd'hui. Quand on dit trop, on ne le dit pas avec un ne au début, on dit t'es trop tannant, ou il mange trop, ou j'ai trop mangé. Mais quand on a ben et trop ensemble, on a ce ne entre les deux. D'où ça vient, ce ne-là? Mon hypothèse, et ici c'est simplement une hypothèse, je ne peux pas le prouver, mais c'est que ce ne-là, c'est le ne qui correspond au de qu'on a dans trop in Picard, en Picard. Ouais, il peut sortir des mots d'anglais, je m'en excuse. Mais donc, mes points trop surprennent non plus, ou et toi trop vieux. On a très très souvent, généralement, ce de devant te. Et en faisant des recherches sur l'Internet, c'est un outil pas mal intéressant. J'ai trouvé qu'il y a des Québécois qui écrivent le ne avec un D apostrophe. Donc, il y a une chanson de Mes Aïeux, un très bon groupe musical québécois que je vous recommande, de la Nicorette parce que je fume ben trop. Ici, ça c'est un blog sur l'Internet avec plein de fautes d'orthographe. On n'écrit pas comme ça au Québec de façon générale, mais ben trop faible. Ou j'habite sur la Rive-Sud puis il y a ben trop femmes. Donc, le Picard et le Québécois, il n'y a pas vraiment de lien direct. Je vous ai dit que mes ancêtres ne sont pas Picards, comme la plupart des Québécois. Et en fait, les Picards constituent à peu près 5% des colons qui sont allés au Québec. Mais la Picardie et la Normandie
c'est pas très éloigné, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de formes qui sont partagées par le normand et le picard. En fait, il y a beaucoup de livres d'histoire du français qui parlent de traits normano-picards. Donc, il n'est pas fou d'imaginer que le normand avait aussi, ou certaines variétés de normand avaient de trop, comme ça. La question à laquelle il reste à répondre, c'est, oui, mais ce que je vous ai dit, la prononciation, c'est pas trop avec un de, c'est avec un ne. Une bande à mouler. D'après moi, ce ne-là, c'est quelque chose qu'on trouve en picard, c'est quelque chose qu'on trouve en Québec, en français québécois. Quand on a un de après une voyelle nasale, on le prononce ne, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de monde. On va vendre quelque chose. On parle une langue avec un ne comme en anglais. Donc, il y a une explication tout à fait logique, simple pour la prononciation ben trop, si la forme d'origine c'est vraiment ben trop, comme on a en picard. Et ça, c'est le picard qui m'a permis de le découvrir. Comme je vous ai dit, je ne peux pas vous garantir que c'est la bonne explication, mais c'est une explication qui est pas mal plausible. Donc, le dernier exemple vraiment que je veux discuter, c'est un exemple de français acadien. Le français acadien, c'est... ma carte n'est pas très belle, mais l'Acadie, vous connaissez peut-être la chanson de Michel Fugain, tous les Acadiens, toutes les Acadiennes, mais vous ne savez peut-être pas c'est où l'Acadie. L'Acadie, c'est vraiment tout à fait à l'est du Canada. C'est parlé au Nouveau-Brunswick, dans la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Et c'est une variété de français qui est fascinante. C'est la variété de français de mon mari. C'est une variété de français qui est à la fois très conservatrice, parce que les Acadiens ont longtemps été isolés, sans contact avec les Français, parce qu'ils sont devenus anglais en 1713. Mais c'est aussi un Français qui a subi un contact très intense avec l'anglais, du fait qu'ils sont vraiment entourés d'anglais, et on trouve en français acadien beaucoup de traits anglais. C'est particulièrement frappant dans une variété d'acadien qu'on appelle le chiac, où il y a un mélange vraiment très intense de français et d'anglais. Et ici, je vais vous faire entendre juste un petit extrait de cette très belle chanson de Marie-Jo Thériault, une chanteuse acadienne que je vous conseille de découvrir. Ça va vous illustrer donc ce mélange vraiment intime. Je te collais avec des mains, à cause c'est boring and swell, et que rien qui va a mountain. C'est weird, but I put on a Sunday sound. A mountain. M'arrêter ici, mais enfin je devrais retourner. Donc, en fait, ce passage-là n'est pas extrême. Il y a juste un mot par ligne, mais vous voyez bien caler, c'est le verbe call en anglais, boring, ennuyant, on, ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est comme go on en anglais, mais va en français et on en anglais, et weird, étrange. Et toute la chanson va comme ça. Donc ça, c'est un exemple extrême, mais c'est un fait qu'en acadien, il y a beaucoup de formes anglaises. Et certaines d'entre elles sont pas évidentes. Quand on entend weird, c'est clair que c'est anglais.
Mais parfois, on entend des mots français, mais qui sont employés d'une drôle de façon. Comme par exemple, quand quelque chose ne fonctionne pas en acadien, on peut dire « ça ne travaille pas ». It's not working. Le verbe « work » en anglais. Il est manière de cute. Il est kind of cute. Les mots sont tout français, sauf cute qui est anglais évidemment, mais on a vraiment des structures qui sont copiées. Marie est comme intelligente. Le fameux like que les jeunes anglophones disent beaucoup, he's like intelligent. Et mon exemple préféré, c'est le nom Bardot pour la maladie le jaunâtre, qui vient, je vous l'explique, en anglais, le jaunâtre, ça s'appelle shingles. Shingle, ça veut dire, c'est ce qu'on utilise pour recouvrir les toits. Donc, ils ont utilisé le revêtement de toit pour désigner la maladie. Alors, faut avoir de l'imagination pour faire ça. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand je suis allée en Acadie pour la première fois et que j'ai entendu des choses comme « il n'est pas grand assez, celui-là », j'ai tout de suite conclu que ça venait de l'anglais. « He's not tall enough ». C'est logique. Mais après ça, j'ai rencontré le Picard. Et en Picard, on dit assez facilement dévot assez, vieux assez, grand assez. Et il n'y a pas eu énormément de contact avec l'anglais et le Picard. Quelques-uns, mais on ne voit pas beaucoup d'effets de l'anglais sur le Picard. Donc, au bout du compte, ce que je dis, je ne sais pas de dire que l'anglais a eu aucune influence sur le Picard, mais l'origine probable de grand assez en acadien, c'est probablement la langue qu'ils ont apportée de France. Et ils ont peut-être conservé cette structure-là parce qu'elle est partagée avec l'anglais. Donc l'anglais a favorisé la rétention de la structure. Mais étant donné son existence en Picard, on ne peut pas vraiment dire que c'est la source et la cause. Et ça, c'est, en fait, ici je ne sais pas de prêcher, mais il y a beaucoup de gens, quand on regarde les Français nord-américains, on saute tout de suite à des conclusions. Quand on voit quelque chose qui ressemble à de l'anglais, on dit ça vient de l'anglais. Alors que bien souvent, il y a des origines tout à fait françaises qui sont disponibles. Par exemple, en français québécois, quand on dit le gars que je vis avec, pour le gars avec qui je vis, les gens disent ça vient de l'anglais. The guy I live with. Mais en fait, c'est pas le cas du tout. Parce qu'on peut aussi dire en français, si quelqu'un me demande connais-tu Yves, je dis oui, je vis avec. En anglais, on ne peut pas dire yes, I live with. C'est pas de l'anglais, ça. Donc, il y a une utilisation de avec qui n'est peut-être pas celle du bon français, du français des grammaires, mais qui rend la structure le gars que je vis avec tout à fait possible, sans faire appel à l'anglais. Donc, finalement, et j'aurais pas parlé trop longtemps, la vraie raison pour laquelle moi je viens en Picardie, En Acadie, on sait. C'est un peu différent. Et ici, j'ai hésité à la mettre parce que ça a l'air, en français québécois, on dirait que ça a l'air licheux, ça a l'air de vouloir entrer dans vos bonnes grâces, mais j'ai pas pu m'empêcher de la mettre parce que c'est vraiment vrai. La vraie raison pour laquelle je continue de venir en Picardie et de travailler sur le Picard, c'est les gens que je rencontre ici. Avec l'Internet, avec les livres, avec le corpus que j'ai déjà amassé, je pourrais travailler à Bloomington pour le reste de ma carrière
sans aucun problème. Mais le contact avec les gens, c'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas l'intention, j'ai nulle intention d'abandonner le Picard dans les années à venir. Merci. Vous essayez d'identifier les gens, désolé, c'est pas très très clair. Julie, Oui. il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui pose une question. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu pas être ça trop long. Dans ta première partie, tu parles des pronoms de sujet et tu les compares. Dans Picard, on a la conjugaison du verbe, elle est aussi importante parce qu'on a aussi le pronom au qu'on utilise pour dire on, nous et vous. On n'a pas en français. En français, c'est on, nous et vous. Nous, on a au trouve, au trouvons, au trouvé, ou au trouvé en général. Donc, la fin la conjugaison du verbe, elle marque aussi, quand on utilise le au, le sens de ce qu'on veut dire, à qui on s'adresse. Ouais. C'est un peu en contre-exemple de ce que tu as montré tout à l'heure. Tu as tout à fait raison. Et en fait, on assume en général que, parce qu'en français parlé aussi, on a tendance à dire Pierre, il parle bien français, Marie, elle parle bien français. Et on attribue souvent ça à la pauvreté de la conjugaison. Mais en Picard, tu as raison, la conjugaison, elle n'est pas pauvre. Les trois personnes du pluriel sont distinctes des personnes du singulier. En Picard, et pourtant le Picard a développé le même système, mais il a poussé plus loin qu'en français, parce qu'en Picard, c'est presque tout le temps qu'on fait ça. Et ça prouve que dans un sens, on n'a pas besoin d'une cause nécessairement très précise pour que ça évolue. Et les langues ont tendance à évoluer en cycle. Et si les terminaisons peuvent marquer l'accord pendant un certain temps, ça s'appauvrit, pas nécessairement complètement, et les préfixes prennent le relais, un peu comme aussi le cycle du futur. En latin, on avait un futur comme placebo, par exemple, en beau, qui n'a survécu dans aucune langue romane, qui a été remplacé par un futur qui vient de aimer et. Donc, j'ai à aimer, c'est devenu aimerait aujourd'hui. Mais aimerait aujourd'hui, c'est plus très souvent utilisé. Qu'est-ce qu'on utilise maintenant? Vais aimer, qui finira probablement par se fusionner. Donc, il y a des cycles comme ça. Et le Picard, en fait, montre que oui, on pense, par exemple, quand on parle d'évolution en biologie, on pense qu'il y aura changement s'il y a un besoin, mais pas nécessairement. Dans le cas du Picard, le besoin n'était pas aussi criant qu'en français, et pourtant le changement a eu lieu quand même. Mais est-ce que, chronologiquement, est-ce que tu as une idée du moment où ça s'introduit? Est-ce que c'est toujours comme ça, y compris dans les textes de vieux français, vieux Picard, disons? C'est assez récent, à mon avis. J'ai fait une petite étude historique, et quand on regarde le XVIIe siècle, c'est là qu'on voit apparaître la double expression. Mais les autres formes sont encore variables. On les trouve parfois, on les trouve pas toujours. Et c'est vraiment à partir du 19e siècle que c'est régulier dans la plupart des textes. Mais c'est vraiment tout récemment que la dernière étape est franchie. Oui. Gaston Vasseur, par exemple, ne doublait pas les sujets avec personne et tout le monde. Et quelques auteurs de sa génération ont la même grammaire. Mais parmi les plus jeunes, là, on trouve la dernière étape qui est franchie. Et donc là, on peut dire que le changement est vraiment entièrement complété.
Donc, je me suis posé la question, parce qu'en français québécois, on a tendance à beaucoup redoubler les sujets. Donc, une question, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on a apporté de France ou c'est quelque chose qu'on a développé tout seul, indépendamment? Et il semble qu'on l'ait développé tout seul. Ça a dégagé beaucoup l'importance de l'euphonie dans la langue picarde. En écrivant, on s'en rend compte qu'ils sont les picards sont très sensibles à éviter un hiatus. Ça arrive, mais ça les embête. Et éviter les hiatus, mais aussi éviter les suites de consonnes. Oui. Donc, une chose... On rajoute les expliqués. J'aurais aimé vous parler de mes recherches sur l'épenthèse vocalique. Et ici, j'ai mis le terme parce que Jean-Luc se moque beaucoup de moi quand je lui pose des questions sur l'épenthèse vocalique. Mais donc, vous pouvez oublier le jargon linguistique, voyelle d'appui. C'est un terme qui est plus accessible. Mais on voit qu'il y a beaucoup de mots en picard qui alterne entre une forme avec et sans voyelle d'appui. Donc, on peut dire il a passé devant ou il a été s'assirait devant. Je m'ai perdu, mais on me connaissait point. Tu n'en perds point, mais je ne vous perds les points. Et encore une fois, c'est un phénomène qui est vraiment qui est réglé par des règles. Chez point pour rien. Hein? Chez point pour rien. Chez point pour rien, pantoute. Quand on a des séquences de consonnes qui sont trop longues, il y a des langues qui permettent d'effacer des consonnes. Pas le picard. En picard, si on veut s'assurer de pouvoir prononcer toutes les consonnes, si on a par exemple un re, un de et un ve, une façon de résoudre le problème, c'est d'insérer une voyelle. Et la voyelle, comme le picard dans le vimeux n'a pas vraiment de E, c'est le E qui est la voyelle par défaut, c'est elle qui est insérée. Et ce qui est intéressant, et je ne veux pas vous donner tous les détails parce que ça, j'avais à peu près 25 diapos sur la question, c'est que mon hypothèse, et c'est ce dont je vais parler à Toulouse la semaine prochaine, c'est que quand on a quelque chose comme devant et devant, la raison pour insérer le « et » est essentiellement phonologique, les suites de sons. Si c'est trop compliqué, on doit l'insérer. Si c'est pas trop compliqué, on ne peut pas l'insérer. L'épenthèse en début de mot, à l'intérieur d'un groupe d'intonation, est soit requise, soit interdite. Par contre, si on regarde en fin de mot, là, on a de la variation. Dans le même, et en fait, la paire d'exemples qu'on a ici illustre bien ça. Ce sont des exemples que j'ai trouvés, ce ne sont pas des exemples que j'ai inventés, n'est-ce pas? J'ai trouvé tu n'en perds point, mais je ne vous perds les points. À mon avis, le « et » en fin de mot, il facilite aussi la prononciation. Donc, on ne le trouve pas devant une voyelle, par exemple. Mais il y a aussi un rôle qui est semblable à celui de la liaison. Il crée une unité d'intonation. On a tendance à le trouver, par exemple, quand le verbe « perdre » est suivi d'un seul mot. Parce qu'on a tendance à les regrouper. Mais si le mot « perdre » est suivi de plusieurs mots, il y a une frontière d'intonation qu'on n'entend pas très clairement, mais les mots sont groupés séparément et on n'a pas ce « et » de liaison. Donc, il y a vraiment une fonction au niveau de l'intonation qui est vraiment intéressante. C'est un problème d'oreille. L'écriture, elle n'intervient pas pour beaucoup là-dedans. C'est un problème d'oralité. C'est sûr, c'est un problème de prononciation. Pour rien, les deux airs côte à côte, c'est insupportable. Oui. Ouais. Pourquoi?
Alors, ce que je remarque, par exemple, avec des textes qu'on reçoit, c'est qu'il y a des personnes qui ont l'habitude, je dirais, d'en mettre partout, et d'appui. Dans le dernier exemple, hein, quand je dis partout, c'est pas 100%, mais ils en mettent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils, je pense, je suis pas dans leur tête, mais ils mentalisent, peut-être qu'ils oralisent ce qu'ils sont en train de dire, et puis que jeune vos pères les poètes, je rendiriez, etc. Et puis, donc, ils le notent bien, parce que moi j'estime qu'ils pensent que la transcription nécessite ce petit accent sur le E. Et puis il y en a d'autres qui, bien que le disant, ne l'écriront pas. Hein, parce qu'ils estiment que c'est trop déformé la lecture de celui qui va lire après, qui va donc, il va forcément dire, il va donner la même valeur au E de Perlé là, dans la dernière ligne. C'est-à-dire, hein, parce que le E de Perlé, le deuxième, il est quand même un peu plus léger que celui du père, quoi. Hein, et donc ils ne veulent pas l'écrire systématiquement, quoi. Ça ressemble à un truc que c'est, quoi. Ou ça ressemble à un. Oui, il y a une confusion. Enfin, ils estiment que ça va il y aura une confusion chez le lecteur. Je dis, Jean-Luc, donc tu voudrais dire que c'est au lecteur de restituer, de restituer le et. C'est ce qui se passe de toute manière, quoi qu'il soit écrit. Si tu donnes un texte comme ça où tu vas écrire perle, point, à quelqu'un qui a l'habitude de dire perle et point, il n'a pas besoin qu'on il te dira perle et point. Il restitue. Et puis inversement, si on donne la deuxième ligne à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, lui il va croire que c'est un participe passé où il va oublier les points, randouillé, et du coup c'est plus du picard, parce que là c'est les points, randouillé qui n'a pas de problème, mais la miennois va péter. Et puis et là il y a des grosses nuances avec la miennois. C'est que la miennois, et pas forcément celui de Jean-Pierre, mais la miennois a une capacité à faire des contractions sans mettre des moi personnellement j'ai des fois du mal à lire, hein. Le nord amiénois parfois c'est costaud, hein. À ce niveau là j'ai besoin de détacher, hein. Et pourtant je suis pas du Ville, hein, donc il faudra que j'examine ça parce que ça c'est intéressant, ouais. J'aime bien ce cadeau raconter le famelot, hein. À nasser des choses, hein. Plus, je me suis jamais moqué des Pantaises, hein, parce que c'est simplement que premièrement, grand, je ne connaissais pas le mot. Donc, et puis je me suis retrouvé un peu à la position de M. Jourdain. Arcomaché. Il y a aussi, mais pas arc-maché. Le vieux, c'est ça, arc-maché. Mais arcomaché dans le Pas-de-Calais. Dans le Valenciennois, c'est arc. Voilà, dans le Hainaut. Tchotchot a dit. T'en remercieront bien. T'en remercieront bien. Or à Saint-Leu. Avec mes chats. Avec mes chats. Mais Jean, pour répondre à votre question, il y a aussi en picard des voyelles qui sont effacées. Comme par exemple, si on prend le mot déjà, le jeu, on peut avoir des jeux, mais on peut avoir jeu. Mais si on a le jeu après une consonne, on doit insérer un et. Parce que sinon, peu de jeux, c'est pas facile à dire. Hein? Mais donc, on a différentes voyelles qui peuvent être effacées, comme acheteur, par exemple. J'ai trouvé plusieurs exemples de mechter sans le A, ou et tout. Il y a des gens qui vont effacer le et devant et ceux qui ont i tout au lieu de et tout, ils peuvent effacer le i. Donc, différentes voyelles peuvent être effacées, mais quand il y a une voyelle qui est insérée, à ma connaissance, c'est toujours le et. Et l'autre chose qui est intéressante ici, c'est que si on prend par exemple l'article chu, on efface très souvent le u. Donc on peut dire, j'ai trouvé dans un texte, Schubert et Schubert, les deux formes dans le même texte, mais
Chuquemin, on ne peut pas effacer le U. Donc là, on a toujours Chuquemin. C'est cet exemple-là que je trouverai dans le ranilois. Chuquemin. Ah oui? Chuquemin, sans le H. Chuquemin, c'est la prononciation, c'est l'écriture. Mais dans le vimeux, ça gêne à plusieurs choses. Dans le vimeux, ça gêne longtemps. Je suis pas persuadé du contraire. J'ai longtemps cru que le CHU était exclusivement vimeusien et normand. Je le trouve en normand. Et qu'on ne le retrouvait pas ailleurs. Or, il y a des attestations. Est-ce que c'est une influence des maritimes? Édouard David utilise parfois CHU quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange pour faire un pied, pour. C'est une licence, oui. Et puis la fleur du CHU, oui, c'est vrai que ça facilite. C'est vrai que le est très utilisé aussi pour ajouter un pied. Mais bon, dans la poésie classique française aussi. Oui, encore. On l'a retraité sur l'exemple que je t'avais donné, c'était le titre du bouquin de Padieu, Dialecte Picard. Bon, alors on est à Dompierre sur Rôti, on est quand même assez loin du Vimeux. Padieu, il a des liens avec la région de Moreuil, donc aux portes du Santerre, et il a beaucoup de correspondants et puis de la famille dans ce coin-là. Et il met CHU en titre de sa description de la langue. Donc, et c'est pas le seul. Chez Ernest Errand, j'ai dû en lire un ou deux aussi. Des auteurs anciens, décédés, des choses. C'est eux qui l'ont écrit, comme ça. Mais le CHU, en fait, j'ai l'impression c'est en train de changer en Picard. Si on regarde les textes de Gaston Vasseur, on trouve encore pas mal de formes du type Schubert, mais dans les textes d'auteurs plus jeunes, j'ai l'impression que le U est presque toujours effacé dans ces formes-là. Moi, je crois que c'est politique. Chemin, c'est trop difficile à dire. Alors, chemin, puis c'est tout. Moi, Jbeur, ça. Bien qu'il y ait la rencontre de deux consonnes, mais ce sont deux consonnes qui s'iront bien ensemble, mais ça ne va pas bien pour nous. Ça me choque dans le vimeux de dire chemin, alors du chemin, c'est ça. Soit quelque chose, Schubert, il n'est pas moi. Schubert, c'est celui-là. Mais c'est légèrement emphatique. Peut-être il y a de ça. Ou alors, comme on dit quelqu'un, ah mais je suis vigneux. Comme on dit, c'est La Fontaine. En parlant de Calais, parce que Jean-Pierre, il a un grand pied dans la Vimois quand même si on a un au port du Vimeux. Les Amiénois disent bure, ils disent pas beurre. Mais quand on dit bure, on peut pas dire chubure. Non. On ne peut pas mettre les deux U comme ça. Et moi, j'avais envie, je suis même à dire chubeur. Mais quelqu'un, je le dirais, peut-être, mais je le sens pas. Mais quelqu'un qui il faut bien prononcer. Quelqu'un qui dira bure, il dira jamais chubeur. Ah non. Ça, c'est quand des trucs de linguistes comme ça. Chubure, il est sûr. Ah oui, sûr. Chubure, il est sûr. Si Jbure, il est mot. C'est des mots. Mais Jbure, il est mot. Il met de confiture sur les Jbure et Burbure, on a pas de confiture, ça je suis sûr. Bon, on va attendre parce que. On a fini. C'est bien faire sûr. Bon, donc ça c'est un exercice pour la prochaine séance des Picards, disant digression pour du beurre sûr. Mais il faut, c'est très bien, il faut bien chacun saisisse, quand tu dis le mot Picard, généralement c'est Picard du Vimeux. Oui, et parce que dans certaines de tes communications scientifiques, tu le précises, on s'est mis en assise généralement au départ, quand je parle du Picard, c'est Picard du Vimeux, puis après ça s'appelle tout le temps le Picard. Et donc ça peut troubler quand on n'est pas du Vimeux, voire même quand on en est, en disant oui, mais attends,
ma grand-tante, elle est de là-bas, et puis elle dit pas comme ça. C'est vraiment... Et vimeux et pas ponctueux aussi, quoi. Vraiment vimeux, et plutôt vimeux en E, quoi. Vimeux plutôt serrurier, plutôt que vimeux en E. Chez Picard, ils sont catouilleux, ceux-là. Non, c'est vrai que je pourrais être plus précise et quand je parle et quand j'écris, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas les gens qui ont plein d'abréviations, donc je pourrais écrire PV pour Picard du Vimeux ou quelque chose comme, ou dire Picard du Vimeux chaque fois. PV, ça. Mais... c'est verbal, c'est... des connotations de ce côté-ci de l'Atlantique. Ouais, donc... Mais non, ça, je suis toujours très prudente parce que la variation, puis même, c'est ça, Abbeville, la mienne, c'est pas loin. Mais j'ai déjà une différence. Il y a 40 kilomètres tout de même. Pour une nord-américaine, c'est pas loin. Pour un Picard. Les Amiénois se sont pas toujours aimés. J'ai un souvenir qu'on n'aimait pas les Amiénois. Et ils le rendent bien. Non, mais à l'époque, quand on était en classe, comme ça. La Somme a été détournée de son cours naturel Par les Amiens. Ah, c'est alors des choses comme ça. Ça a tenu les Amiens. Pour grandir canal jusqu'au Ponto. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez quelque chose. Parce que c'est vrai que Julie est quelqu'un de très accessible, qui est très à l'écoute de ce qu'on peut demander. Et puis vous ne la reverrez pas quand même. Bon, là, ça fait 7 ans, elle reviendra bientôt. Mais donc c'est vrai que. Même si c'est des questions bêtes, on vous donne l'exemple. On aura une réponse intelligente. C'est vrai qu'au Québec, la ville de Québec, les gens luttent un peu pour garder le français aussi, non? Oui. Je suis allée récemment et c'est vrai qu'on disait que c'était... quand on va à Montréal, c'est anglais, tout ça aussi. Montréal, il y a quand même le français à gagner en statut et en usage. Oui. Non, à Montréal, il y a une forte présence anglophone et dépendamment où vous êtes, la ville est un peu divisée en deux. À l'est, c'est francophone, à l'ouest, c'est anglophone. Mais la situation s'est améliorée, je crois, de façon générale à Montréal. Quoiqu'il y a toujours une immigration. Et du fait qu'on est en Amérique du Nord, on ne pourra jamais apprendre le français pour acquis au Québec. Il faut toujours lutter parce que j'ai vu un peu la vie que vous avez exprimé ça comme ça. Oui. Et c'est ce qui explique. Même si Louis XIV est là encore à regarder la superbe truc qu'a offert les cubes là blancs. L'horreur, vous voulez dire les cadeaux de... Ça m'intéresse, mais c'est vrai que c'était surprenant. En plus, il est là vraiment. Oui. Et les gens sont surpris aussi. Vous avez vos origines, vous aussi, vous avez dit que vous êtes... Et c'est ce qui m'a un peu interpellée, que les gens cherchent leurs origines, en fait. Ils connaissent parfois la France mieux que nous. Ils ont voyagé dans la France mieux que nous. Non, ils sont toujours vraiment à la recherche de leur passé. Non, il y a définitivement un lien. En fait, les gens sont toujours étonnés quand je leur dis que je suis allée en Colombie-Britannique, donc à l'autre bout du Canada, pour la première fois il y a 2 ans. J'étais jamais allée à l'ouest de Toronto, essentiellement au Canada. Mais j'étais venue en France, je ne sais pas combien de fois. Oui, c'est la même distance presque. À peu près, oui, c'est vrai. C'est tellement vaste aussi, Canada. Et quand Julie dit qu'elle vient en France, elle y vient aussi pour passer ses vacances. L'année dernière, on s'est rencontrés à côté de Lyon, quoi. Donc ça n'avait rien d'une enquête linguistique. Et vous avez encore retrouvé de la famille, alors dans Poitevin, là,
Non, moi je n'ai pas cherché. Les informations que j'ai données, c'est des gens de ma famille qui ont fait les recherches généalogiques. Non, un jour j'aimerais bien aller dans la région et essayer de voir s'il y a encore des OG dont certains ancêtres ou parents sont partis au XVIIe siècle. Et en fait, du côté de ma mère, il y a eu des changements de nom parce que les familles étaient tellement grandes qu'à un moment donné, donc je crois que les ancêtres du côté de ma mère s'appelaient Couture, mais il y avait trop de couture, donc il y en a qui sont devenus des belles rives. Il y avait des nuances, des changements comme ça, c'était possible. Oui, non, apparemment. D'où la difficulté aussi de rechercher. Voilà. Exactement. Julie, ils sont arrivés quand? Ils sont arrivés au XVIIe siècle, je crois. Ouais. Bah oui, en fait, c'est Louis XIV. En fait, elle nous a expliqué qu'il avait, comme la communauté française était un peu stagnante, ils ont amené 800 femmes dans la ville de Québec, avec les bonnes sœurs. Il paraît que si elles ne se mariaient pas avant tant de mois, elles entraient dans les ordres, en fait. Non, parce que c'est ça, il n'y avait que des hommes, il y avait très peu de femmes. Donc, pour peupler la colonie, c'était pas très là. J'avais trouvé ça une belle histoire. C'est toujours. Et c'est vrai que la guide vous a vraiment présenté l'historique, tout ça aussi, j'ai bien aimé. Quoi. Des gens passionnés aussi. On va remercier Julie. Et puis donc on va disposer sur le table